Madame, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, c'est une innovation sur ces plateaux de Web Info Télévision. Comme vous pouvez le constater, c'est vraiment une innovation. Bienvenue encore à nous regarder. Vous étiez nombreux en train d'attendre. Qu'est-ce que ces gens vont dire également aujourd'hui sur la question sécuritaire, sur la question de tout ce qui se passe, bien évidemment, ici à l'est de la République démocratique du Congo. C'est un média d'actualité. C'est un média qui a toujours été à la pointe de l'actualité. Vous êtes sur Web Info Télévision. Et pour aujourd'hui, c'est des personnes qui sont en débat. Je ne sais pas si c'est un débat contradictoire, si c'est un débat de soutenance. Voilà, donc nous allons devoir décortiquer quelques points d'actualité, entre autres les communiqués du gouverneur de la province du Nord Kivu, qui est donc celui d'interdire toutes les petites embarcations depuis cet hier. Donc, aucune embarcation des petites pirogues motorisées ne pourront plus naviguer sur les lacs Kivu depuis donc cet hier. Nous allons devoir parler également de la prise des Saké. Vous le savez déjà, ce n'est pas un secret. Saké est dans les mauvaises mains des M23. Nous allons en parler sur ces plateaux. Je suis ensemble à mes côtés droits avec Monsieur Alain Amboma. Je vais lui dire bonjour et bonne arrivée. Bonjour, monsieur les journalistes, et bonjour encore une fois à tous les auditeurs et téléspectateurs de Web Info TV. Alain Amboma, lui, est cadre du FCC, si je ne suis pas en contradiction C'est ça. avec ma mémoire. Je suis à mes côtés gauche avec Monsieur Josué Walai. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour, très chers journalistes. Bonjour également à nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Bonjour à tous les Congolais, tous les amoureux du Congo. Josué Walai, vous le savez très bien, c'est un fervent militant de la lucha très connu sur les nets. Il est également chercheur. Il travaille avec beaucoup d'organisations ici chez nous, à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, un vrai patriote. Nous commençons directement avec ce débat. Saké est dans les mauvaises mains des forces du mouvement du 23 mars. Je parle des M23, AFC. Et donc, je suis en train de dire également que ce mouvement est soutenu par les Rwandais. Ce n'est plus un secret, madame, messieurs. Alain Mboma, qu'est-ce que vous pensez? Bon, c'est pour moi une très grande désolation parce que nous avons mis tout notre espoir sur nos Wazalendo, nous avons mis tout notre espoir sur notre armée, donc nos FRDC, qui malheureusement, et chaque jour qui passe, je l'ai dit encore une fois, je crois à ces micros, il faille que le gouvernement prenne conscience de ce qu'il est en train de faire pour le compte de sa propre population. Parce que on ne va pas demander une chose à la population et faire le contraire de ce que la population attend. Maintenant, aujourd'hui, que ça qui est tombé, pour moi, c'est une désolation, mais comme je l'avais dit encore autrefois, que ce rythme est en train de faire boule de neige. Chaque fois qu'il se réveille, chaque fois qu'on se réveille, on apprend qu'il y a une localité qui est tombée. Mais j'avais dit au président de la République que ce n'était pas seulement important de changer les différentes têtes de l'administration militaire, c'est-à-dire à commencer par le chef d'état-major général et toute sa suite. Mais il était aussi impérieux de changer non seulement les techniques et les méthodes, et aussi doter au FRDC ainsi qu'aux Wazalendo qui se sont sacrifiés, les VDP, de tous les moyens nécessaires, c'est-à-dire la logistique nécessaire et les moyens financiers nécessaires, afin qu'ils puissent aussi se retrouver un peu et réconforter et encourager pour enfin gagner cette guerre. Mais curieusement, depuis que les nominations ont été effectuées, il y a toujours des localités qui viennent de tomber. Voilà que les derniers verrous de la ville, donc pratiquement nous sommes au dernier verrou de la ville de Goma, vient de tomber aussi ce matin. Pour moi, j'ai passé toute la journée hier dans les camps de Kanyaruchi d'assister tant soit peu les quelques vulnérables qui sont là. Mais la liste des vulnérables, la liste des déplacés, s'accroît du jour au lendemain et devant un œil impuissant, non seulement de toutes les communautés internationales, de toute la communauté internationale représentée par toutes ces organisations humanitaires qui sont là, et aussi devant l'œil impuissant du gouvernement. Parce que nous devons quand même le dire et tout haut que la première responsabilité de tout ce qui arrive aux populations congolaises et en particulier les populations de l'Est et de la RDC, c'est de l'apanage du gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui a tous les moyens de faire la guerre, tous les moyens d'assister les populations et déplacer, tous les moyens de sécuriser aussi les différents territoires qui ne sont pas encore sous l'emprise du Dieu 23. Donc c'est ça la désolation que j'ai décrite en ces quelques termes.
je n'ai pas vraiment beaucoup à dire. Je me mets à la place de ces enfants malades d'abord, de ces femmes enceintes et aussi de ces vieillards qui sont en train de faire les pieds pour fuir les territoires sous contrôle des M23 et sous le crépitement des balles. Donc, ça fait vraiment très mal. Très, très mal. Alain Mboma, qui est fidèle à son excellence, je dis bien ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, on l'appelle les charismatiques, hein, c'est pas moi qui le dis, ce sont les Congolais qui l'appellent ainsi. Monsieur Josué Walai, comment est-ce que vous avez bien évidemment accueilli cette nouvelle? Merci beaucoup. Personnellement, c'était vraiment avec un grand regret de me réveiller et apprendre que ça qui vient de tomber. Nous qui vivons déjà dans la ville de Goma, avec une population qu'on ne peut pas aujourd'hui estimer le nombre, parce que les gens ne cessent d'arriver dans la ville. On ne sait pas, Goma n'est pas également le paradis pour tout le monde, mais il est important de comprendre que Goma est asphyxié, Goma est presque entouré, et Goma, les gens vont souffrir. Actuellement, on ne sait pas qui est déplacé, qui ne l'est pas, parce que même les gens de Goma, ils ne sont pas à mesure aujourd'hui de travailler en pleine quiétude, et nous sommes en train de réfléchir également sur le rôle de nous comme DDH dans ces milliers de guerres. C'est tellement complexe. Il y a plusieurs personnes qui sont actuellement maintenant en danger. Il y a l'insécurité qui est en train de croître dans la ville. La ville peut être infiltrée même avec ces déplacements de la population. On se pose la question sur les mesures que le gouvernement est en train de prendre pour non seulement encadrer les déplacés, mais les plans également de contingence pour que au moins la ville de Goma, les gens puissent avoir quelque chose à manger. Ce qui se passe aujourd'hui dans la ville est invivable. Nous sommes tous victimes déjà directes de cette guerre. Même ceux-là qui ne se sont pas déplacés, ceux-là qui vivent à Goma sont déjà victimes parce qu'on n'est pas à mesure de travailler en pleine quiétude. On n'est pas à mesure également de vaquer à nos occupations comme on l'a toujours fait. Et avec tout ce qui se passe autour de Goma, la chute de Sake, Sake qui constitue les derniers verrous pour arriver à Goma, qui est maintenant sous l'emprise des rebelles. Et chez nous, à Goma, c'est la peur au ventre, c'est les gens qui ont peur, c'est les gens qui ne sont pas très bien encadrés, c'est la population qui ne sait pas quoi faire pour manger, quoi faire pour réfléchir également comment évacuer. Parce qu'on se dit, bon, si Goma serait attaqué demain ou après-demain, et la population, cette grande population de Goma va fuir où? Précisément où? Et on se pose la question si au moins les gens qui vivent dans les camps et les gens qui vivent à Goma, qui vivent mieux, les gens, pardon, qui vivent dans l'emprise du M23 et les gens qui vivent dans la fuite, donc les gens les déplacés qui vivent mieux, on comprend tous ensemble que cette guerre reste complexe et la communauté internationale, qui est au moins aujourd'hui l'un des piliers qui doit normalement faire respecter les droits internationaux humanitaires, qui n'est pas respecté dans cette guerre. Et nous pensons que des sanctions devraient être envisagées afin d'établir des responsabilités sur tous ces gens qui font assez que la population aujourd'hui souffre. Il y a des femmes violées, et il y a des déplacés qui viennent tout en état violé. Il y a de déplacés qui viennent des personnes de troisième âge en difficulté de se déplacer. Nous sommes en train également de sensibiliser même la population de Goma, d'accueillir certains enfants et certaines femmes enceintes, certaines personnes de troisième âge dans leur ménage, parce que il est en train de pleuvoir comme hier et on n'est pas à mesure de distribuer encore des bâches et des abris à tous ces déplacés qui sont en train de dormir à la belle étoile. Et nous, comme Goma, une ville où il y a une population très résiliente, nous devons nous engager pour se soutenir et être solidaires comme un grand peuple. C'est ce qui va prouver notre grandeur, c'est ce qui va prouver notre amour pour notre pays. Merci beaucoup pour ce premier tour de table. Merci pour vos analyses qui sont vraiment profondes. Monsieur Alain Mboma, deuxième sujet, vous le savez également que le gouverneur de la province du Nord Kivu, monsieur Peter Chirimwami Kuba,
a interdit via un communiqué à toutes les embarcations nocturnes ou diurnes de pouvoir exercer leurs activités sur les lacs Kivu depuis cette hier. Dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il faut aussi bien préciser l'axe qu'il a visé. Nord Kivu et Sud. Voilà, donc vous comprenez que une partie déjà du Nord Kivu est déjà aussi occupée par les M23. Donc là, je cite une bonne partie du territoire décalé. Et si c'est vrai, je cherche aussi à vérifier l'information. J'ai ouï dire qu'il y a eu des crépitements de balles aux alentours de l'aéroport de Kavumu hier. C'est qu'il est aussi encore à C'était juste vérifier. des paniques, hein, selon moi. Voilà, mais au moins il y a eu des crépitements. Quand les populations qui ne sont pas habituées à des crépitements de balles commencent à entendre pendant que la guerre est en train d'avancer, donc c'est une question qui doit s'être posée. Et voilà, si je reviens sur le communiqué, je pense que le gouvernement provincial a un comité provincial de sécurité qui pratiquement rassemble tous les agents de sécurité habilités à mettre des avis et considérations. Donc pour moi, ce n'est pas une décision du général Peter Chirimwami, bien qu'il soit gouverneur, AI qui a signé et les communiqué parce que c'est de sa responsabilité. Donc je vois les communiqués sous des aspects, sous des angles. Le premier angle, c'est de vouloir empêcher, peut-être aussi contrôler les mouvements des gens qui peuvent aussi venir comme des infiltrés, comme des populations, parmi ces populations, il y a des militaires du M23 qui se sont aussi infiltrés. Mais je me pose en même temps la question, si du moins le gouverneur serait en face de moi, il est en train de vous regarder, bien sûr, c'est je lui demanderais, monsieur le gouverneur, militaire, bien sûr, vous avez quand même un service de renseignement, militaire et civil. Donc je vois la DEMIAP et l'ANR. Donc, pendant que cet afflux massif de populations qui fuient la guerre, est-ce que ces services de renseignement ont la facilité de se déceler parmi ces populations avec des bagages sur la tête et d'autres sur les dos, de savoir qui est infiltré, qui est un vêtement, qui est une population qui ne l'est pas. Donc, vous voyez que quelquefois, nous prenons des décisions sans mesure d'encadrement. On veut bien quelqu'un, maintenant va déjà est tombé, il a sa famille avec lui, il a peut-être son petit boat motorisé, non, une pirogue motorisée, et qui pour lui pense que embarquer sa famille avec lui dans sa pirogue jusqu'en Zulu ou peut-être jusqu'au port de Kituku serait l'idéal, le plus facile moyen de faire évacuer sa famille. Maintenant, vous l'empêchez, lui avec sa famille, de s'évacuer. Maintenant, quelles sont les mesures que le gouvernement provincial, là je vois le gouvernement est sous état de siège, les mesures que le gouvernement a prises pour maintenant faciliter ceux-là qui devraient s'évacuer avec les pilotes motorisés, afin maintenant de les déplacer en toute quiétude jusqu'à un endroit où ils peuvent être sécurisés. Alors, dites-moi, monsieur Alain, quels sont les vertus et vices de cette décision? C'est comme ça que j'ai évoqué les deux angles, c'est-à-dire les vertus, s'il faut appeler en termes de vertus pour emprunter votre vocable, c'est que c'est une mesure qui a visé à monter un peu de vigilance dans les chefs d'infiltration que les M23 feraient en traversant avec les pirogues motorisées. Maintenant, le vice, c'est quoi? J'emprunte encore votre mot. C'est que c'est une mesure qui tombe à point nommé, mais qui n'est pas encadrée. Parce que si le M23 sait très bien que voilà, on nous a empêchés de nous infiltrer dans des bottes comme d'autres populations qui fuyaient la guerre, et alors, les M23 ne vont pas croiser les bras. Ils vont apprêter d'autres voies. Et l'autre voie, c'est quoi? C'est de s'infiltrer maintenant pendant cette population-là qui est en train de fuir la guerre avec des bagages et tout et tout. C'est comme ça que je pose la question. Est-ce qu'on a le temps, quand la population vient en masse comme ça, de surveiller dans chaque matelas, il y a quoi? Dans chaque cachette, dans chaque bagage, il y a quoi? Peut-être ils font ça. Qui porte... Bon, c'est ça que je souhaite. Parce que la sécurité, comme je l'ai toujours dit, que ce n'est pas seulement l'apanage des uns, c'est aussi une affaire de tous. Vous comprenez? Mais moi, personnellement, aller en bombe, je ne peux pas aller dans un camp, commencer à fouiller ou avoir quelqu'un sur la chaussée avec ses bagages et dire non, fais-moi descendre ça, ce n'est pas mon travail. Je peux bien sûr dénoncer quand je vois qu'il y a quelque chose de suspect qui s'annonce, mais je n'ai pas cette autorisation-là, en tant que telle, de fouiller quelqu'un. Vous voyez? Donc, ce sont des stratégies que nous devons peut-être proposer au gouverneur militaire d'élargir. Et même si on doit savoir que
la population vient en masse, la destination c'est où? Parce que celui qui a un frère à Katoy, à peine arrivé peut-être au parking de Massissi, il prend la moto et il va directement à Katoy. Qu'est-ce qu'il a apporté avec lui? On ne sait pas. Vous comprenez? Très important. Voilà. Donc, le maire de la ville aussi doit être vigilant parce que je l'ai toujours dit, bon, à chaque fois que vous attaquez les bandits à main armée, vous nous présentez les bandits, vous nous présentez les armes et toutes les autres histoires qu'ils peuvent avoir utilisées. Mais on ne se pose pas la question, mais pourquoi ce rythme-là ne s'est jamais arrêté? Vous arrêtez 10 aujourd'hui, demain vous attaquez encore 9. Vous arrêtez 9 aujourd'hui, le lendemain vous attaquez 15. Mais pourquoi ce rythme-là ne s'est jamais arrêté? Parce que aussi, avec cet exode rural, nous savons très bien qu'à Minova, il y avait aussi des bandits. Nous avons qu'à Massis, il y avait aussi des bandits. Dans les routures aussi, il y en avait. Mais tout se retrouve dans les camps où on commence maintenant à opérer avec les systèmes de 40 maisons. Ils s'associent et voilà. La ville est pratiquement en ébullition. Insécurité qui ne dit pas son nom. Monsieur Josué Walai, dites-moi, selon vous, quels sont les vertus et vices de cette mesure du gouverneur de la province Nord Kivu interdisant les petites embarcations sur les lacs Kivu, Nord et Sud Kivu? Merci beaucoup. Pour moi, je crois que c'était une décision sécuritaire, mais qui n'avait pas vraiment son pesant d'or. Donc, ils n'ont pas très bien élargi leurs réflexions sur cette question. Parce que, premièrement, pour moi, je sais que les embarcations, ou soit si je peux parler des pirogues, et la nourriture, les frétans, que nous appelons Sambaza, c'est parmi la nourriture la plus consommée dans la ville de Goma. Interdire des pirogues de faire des navettes dans le lac, ça prouve que maintenant, il n'y aura pas de frétans dans la ville. Une ville. Même les poissons. Même les poissons. Donc, il y a déjà une nourriture qu'on vient de nous priver déjà dans la ville. Avec cette population qui est en train de croître et il y a des gens qui vivent de ça. Donc, il y a déjà une population qui devient d'office vulnérable. Mais on n'a pas pensé à des mesures d'encadrement de cette population-là. Donc, je sais qu'il n'y aura jamais de paix sans sacrifice, que nous tous, nous sommes censés se sacrifier pour protéger la ville, sacrifier, pas seulement pour protéger la ville, mais peut-être pour récupérer les territoires déjà occupés par les rebelles si possible. Mais actuellement, on se pose la question de savoir quelles sont les stratégies que nous, comme population, nous, comme activistes, nous devons accompagner du gouvernement. Est-ce qu'il faut accompagner la mesure où on interdit uniquement des pirogues de venir, ou il y a d'autres mesures qui vont accompagner cette mesure-là? Donc, on ne participe pas, bien sûr, dans le Conseil de sécurité provincial, mais cette question devrait déjà être traitée à deux niveaux, donc au Nord Kivu et au Sud Kivu. Les gens de Minova, ce sont les gens qui viennent fraîchement du Sud Kivu, mais qui fuient la guerre encore vers le Nord Kivu. Le gouvernement devrait avoir des mesures d'encadrement de déplacer et dire, si vous voulez fuir, voilà là où il faut fuir. Parce que fuir à Goma, pour moi, je n'ai pas pensé que les gens de Minova devraient fuir à Goma. Les gens même de Bouzi Boulenga fuir à Goma. Il fallait peut-être qu'ils puissent avancer vers Calais et centre, pardon, et aussi, et partir vers Kabare. Mais fuir encore ici à Goma, une zone déjà insécurisée, c'est comme fuir de l'eau dans les lacs. Donc, il est temps important, la population elle-même ne peut pas prendre la décision de savoir où est-ce qu'il faut partir, comment se comporter quand il faut fuir, est-ce qu'il faut rester, est-ce qu'il faut fuir. Mais le gouvernement devrait avoir, au moins nous avons des services de la protection civile, gérés d'ailleurs par le gouvernement. Ces services-là ont comme rôle aussi d'encadrer cette population-là, montrer à cette population, voilà d'ailleurs là où vous devrez vous installer. Parce qu'on se demande, est-ce que c'est dans des routes où cette population va s'installer? Est-ce que cette population devrait aller s'installer dans des stades? Est-ce que on n'a pas vraiment de milliers fixes, surtout qu'il y a déjà plusieurs camps de déplacés autour de la ville de Goma et une autre population qui vient, qui devrait d'ailleurs se déplacer dans la province du Sud Kivu, mais qui vient encore au Nord Kivu. Nous sommes débordés, même dans nos réflexions, mais on s'est dit que ce n'était pas ça la vraie solution. Nous avons besoin de voir un gouvernement qui rassure un peuple, un gouvernement qui motive un peuple, un gouvernement qui accompagne cette population. Et non un gouvernement encore qui va constituer des bourreaux d'étranglement sur les activités d'une population martyre. C'est quoi le positif de cette mesure? Bon, pour moi, je crois que le positif de cette mesure, c'est juste limiter les infiltrations. Mais je me demande, est-ce que les gens sont censés uniquement s'infiltrer par les lacs? Les déplacés qui sont en train de venir, comme vient de le dire
notre co-débatteur sur la question est-ce que ceux-là qui sont en train de venir sont contrôlés? Est-ce qu'on ne sait pas que même dans les matelas, on peut mettre des armes? Est-ce que ceux-là, ceux-là, ils sont vraiment très bien encadrés, savoir qu'ils ne sont pas des infiltrés et parmi eux, il n'y a pas des infiltrés. Ça, c'est très important. Et dans la ville de Goma, nous devons voir une police martyre pour gérer cette question. Parce que la maturité au sein de la police va prouver à suffisance que nous sommes prêts à gérer cette grande population affamée et qui n'a pas aujourd'hui des routes d'approvisionnement de nourriture. Donc, c'est une situation tellement complexe où on ne peut pas prendre des décisions activement, mais il est très important de prendre des décisions qui motivent les peuples. C'est comme ce qu'on se disait avec certains amis ce matin, en leur disant, nous avons également comme rôle d'aller remonter le moral de la population. Leur aller dire, voilà, même s'ils venaient, et nous sommes toujours là, on restera toujours le peuple congolais, c'est à nous de voir comment être résilient encore comme on l'a toujours été. Parce que c'est très important ça. Sinon, cette population est en train de tomber dans la dépression et ça risque ça risque d'envoûter la population à aimer plus ceux-là qui nous agressent que ceux-là que notre armée gouvernementale. Merci beaucoup, Monsieur Josué Wala. Et peut-être cet avant-dernier tour des tables, Monsieur Alain Mboma, dites-nous, selon vous, quelles seront les conséquences directes à la population via cette mesure? Bon, Josué venait de le survoler. Selon vous, hein? Josué venait de le survoler parce que quand la route Goma-Minova a été coupée, on a vu cette même population de Goma s'approvisionner via la cuisse. Vous comprenez que ce sont ces mêmes embarcations qu'on vient d'interdire aujourd'hui qui aidaient quand même à faire venir la nourriture. Donc, pour ceux-là qui font des activités champêtres du côté de Minova, pour venir approvisionner à Goma. Maintenant, tout de suite, là, que cette mesure vient de tomber, donc plus jamais donc, la population de Goma doit oublier qu'elle peut consommer encore les frétins et du lac Kivu, parce que même les pêcheurs les font aussi avec les pirogues et la nuit. Donc, plus jamais une pirogue sur le lac Kivu par rapport à cette cartographie que le gouverneur a faite. Et plus jamais la nourriture de Minova pour Goma. Donc, vous voyez déjà qu'il y a une forte dichotomie que les services de sécurité, si pas le conseil provincial de sécurité, doit encore revenir sur la décision et étudier les mesures d'encadrement afin que la population ne puisse pas vraiment subir la lourdeur de cette décision-là. Mais quant à ce qui concerne les aspects sécuritaires, je m'allie à la décision pour essayer un peu de contrôler, mais je ramène en même temps les conseils provinciaux de sécurité à ces autres aspects que je viens d'évoquer, entre autres cet afflux massif des populations, afin de mettre les yeux sur toute personne qui pourrait sembler être suspecte avec son bagage, parce que je vous ai bien dit que à peine qu'il arrive à Chozandosho, la personne qui a ses frères et qui a ses frères ici, automatiquement, elle prend la moto, elle se dirige en famille. En famille, on l'accueille, mais on ne sait pas, la famille fait quoi en connivence avec les M23, fait quoi en connivence avec les FARDC, fait quoi en connivence avec les bandits urbains et dans la ville de Goma. Donc, c'est une question vraiment épineuse que les autorités militaires doivent y mettre beaucoup d'accent afin que la population de Goma qui semble déjà dans une peur dans le ventre puisse jouir un tout petit peu d'une petite sécurité au sein de la ville. Merci Josué. Voilà, dites-moi, c'est quoi les responsabilités des activistes pro-démocratie quant à cette situation, surtout que le M23 est déjà proche de la ville de Goma? Nous, comme activistes des droits humains, nous nous battons actuellement juste d'abord sur la documentation des crimes et des infractions qui sont en train d'être commises parce que on se dit qu'il n'y aura jamais de paix sans justice et pour que la justice soit faite, il faut réunir certains éléments de preuve. Et la guerre, peu importe le temps, la guerre finira. Mais quand la guerre finira, il sera important d'instaurer une justice transitionnelle où les responsabilités doivent être normalement établies. Tout ce qui se passe à Goma actuellement, et tout ce qui se passe autour de Goma, tout ce qui se passe à Calais, partout
tous ces crimes, on est en train de monter des mécanismes pour voir comment documenter les crimes et documenter les grands problèmes pour que, au moins, les jours où nous allons aller réclamer la justice pour cette population longtemps meurtrie, nous puissions avoir des éléments de preuve. Ça, c'est la première responsabilité. La deuxième est celle de motiver la population, montrer à la population que malgré tout ce que nous traversons, malgré la longueur de ce noir, malgré cette vallée de l'ombre de la mort que nous sommes en train de traverser, nous croyons qu'un jour, nous vivrons la paix et nous croyons que l'espoir n'est pas mort. Il faut motiver la population pour que cette population puisse se sentir au moins un peu encouragée et puisse se sentir un peu congolais. Parce qu'à chaque fois que cette population se déplace, à chaque fois que cette population se sent un peu abandonnée, et cette population a le sentiment de croire qu'il y a une question, cette nationalité, cet amour de la nation est en train de se perdre. Et nous, on ne veut pas que nous puissions avoir encore une population qui n'aime pas le Congo et une population d'ici. Nous avons besoin d'une population debout et non une population qui dort. Et troisièmement, c'est par rapport maintenant à la sensibilisation sur la protection des civils au sein de cette guerre, parce que c'est très important. Nous sommes en train de sensibiliser la population de Goma, la population même décalée de Bukavu, d'accueillir les déplacés, de voir comment accueillir les déplacés. Nous pouvons avoir, par exemple, une chambre vide et on s'est dit, cet enfant, cette maman qui est enceinte, cette personne de troisième âge, est-ce qu'on peut la céder cette place pour qu'au moins elle soit à l'abri? Actuellement, il est temps d'être solidaire. On ne peut pas juste attendre encore les aides humanitaires pour que les aides humanitaires donnent des bâches et se construisent des abris. On ne sait même pas où actuellement on peut construire des abris dans la ville de Goma. Les déplacés sont déjà, une parenthèse, sont déjà dans l'enceinte de l'ILPG, d'ailleurs, qui n'est pas un bon cadre. Voilà, qui n'est pas un bon cadre. Et il est très important, même les institutions comme ILPG, l'INIGOM et les écoles, délaisser parfois certaines salles de classe, surtout qui ne sont pas utilisées, et certains auditoires à nos déplacés pour qu'ils puissent quand même avoir où dormir et être à l'abri. Parce que il est très important également de montrer aux déplacés qui ne sont pas seuls que ceux qui sont en train de traverser, nous aussi, nous partageons cette même souffrance. Si nous leur laissons dehors, si nous leur laissons souffrir, ça prouvera qu'il y a un problème de déplacés qui ne nous concerne pas. Nous devons prouver aux déplacés qui ne sont pas seuls que nous sommes avec eux. Monsieur Alain Amboma, dans 1 minute 30, dites-nous c'est quoi les propositions que vous enverrez au président de la République tout d'abord et au gouverneur de la province du Nord Kivu quant à cette décision d'interdiction d'embarcation. Bon, et avant d'arriver à la vous serez en train de conclure. Hein? Oui, je suis en train de conclure. Je voudrais plutôt demander aussi à toutes ces organisations humanitaires internationales qui sont sur place, que ce soit aussi les agences du système des Nations Unies qui sont sur place, qui doivent aussi commencer déjà à œuvrer par rapport à la situation sécuritaire et humanitaire qui se vit dans la ville de Goma. Mais ce qui est curieux, bon, parce que comme Josué venait de le dire, nous autres nous sommes solidarisés avec une certaine jeunesse de la ville de Goma afin de déceler certains cas presque difficiles, de maladies, pour apporter à manger à des familles nombreuses qui sont dépourvues de tout. Mais curieusement, la présence, on ne sent pas la présence de MSF, je vais les citer, dans les camps des déplacés. On ne sait pas la présence du CICR au sein des camps des déplacés. On ne sait pas la présence du PAM. PAM est en train de travailler, bien sûr. Mais où? Dans des camps des déplacés. Non, mais où? Je pose la question, mais où? Moi, j'ai été à Lushagala hier. J'ai vu combien de familles on a assisté. Moi, j'ai été à Kanyaruchinya hier. J'ai vu combien de familles on a assisté. Mais on ne va pas quand même continuer à nous distraire. Ce sont des organisations humanitaires internationales qui sont dotées de tout. Alors, pour une petite portion de population qui affirme ici, Ruchuru, qu'on nous dise que non, on est pris, on est à rupture des stocks de farine pour subvenir aux besoins alimentaires de ces populations, c'est manquer la bonne volonté. Sauf si elles aussi, donc ces organisations, sont aussi liées quelque part à cette guerre. Mais on sent le manque de bonne volonté de toutes ces organisations. Je l'ai dit, je suis devant vous, journalistes. Faites un tour avec moi, j'ai mon véhicule. On fait le tour dans les camps de déplacés. Allez voir l'amertume aux yeux.
aller voir la souffrance qui crie à haute voix dans tous ces camps. Alors, la situation était déjà plus grave, mais elle vient encore de s'aggraver davantage. Si on pouvait assister 100 personnes et par jour ou par semaine, aujourd'hui ils sont à 1000. Mais Josué et moi ne serons plus capables. Et c'est nous qui sommes venus nous substituer aux responsabilités du gouvernement. La ministre des Affaires sociales, à pareil moment, qu'est-ce qu'elle fait? Elle devait déjà avoir un agenda. Quand l'argent sort, je regarde les caméras, quand l'argent sort en mode urgence, c'est pour aller financer des projets de prestige. Mais pourquoi pas l'argent ne doit pas sortir en mode urgence pour faire face à ces cas de maladie dans les cas de déplacés, à cette famille dans les cas de déplacés. Et pour ça, l'incompétence notoire de notre gouvernement, c'est pour maintenant devenir en chitant, c'est déjà montré avéré. Non, le gouvernement n'est pas compétent. Le Je gouvernement n'ai pas dit le gouverneur, j'ai dit le gouvernement. J'ai dit le gouvernement n'est pas Le gouvernement, c'est un gouvernement d'incompétents. Moi, je ne le cache pas, je ne peux pas me voiler pour le dire. Mais vous un médecin, un infirmier, vous le mettez à la tête d'un ministère comme la Défense. Mais qu'est-ce que vous attendez comme résultat? Il va apprendre. Mais là, il a appris. Maintenant, il a appris. Voilà les résultats avec vous. Il a appris. Ça qui est tombé, il a appris. Mais il va apprendre, il va continuer à apprendre des cas Goma. Ça arrive dans la guerre. Hein. Ce sont des batailles qui sont perdues, mais pas la guerre. Ok. Mais si ces batailles-là sont perdues, pendant que les autres sortent l'argent en mode urgence pour aller fêter l'anniversaire de leurs enfants, pour aller s'acheter des maisons, des villas en Europe et aux États-Unis, vous parlez de la bataille. Bien sûr, quand ça va arriver chez vous, ça tire la même chose, la même souffrance, comme la souffrance que sentent nos compatriotes qui ont fui la guerre. Et alors là, vous allez réfléchir comment? Faites-moi un tour de ce que moi j'ai vu hier. Les maladies que j'ai vues. Là, vous êtes énervé. Des familles pratiquement abandonnées. Des familles qui se posent pourquoi je suis né Congolais. Mais quand je vois un militaire qui prend les drapeaux, pourquoi pour Naïkolo, je n'ai que le Congo. Moi, je n'ai pas de nationalité. Je vous ai dit encore une fois ici que dans tous ces gouvernements, certains directeurs de cabinet sont belges, sont français. Ils ont laissé leur famille en France, aux États-Unis. Mais qu'est-ce qui s'en fiche de la souffrance de mes compatriotes, de mes cousins, de mes neveux, de mes beaux-frères, de tous ces autres qui ont fait la guerre? Il peut être belge, mais il a les soucis des Congolais. Hein? Et bien voilà. Mais ces soucis-là, nous devons le voir et les palper. Les soucis, c'est de dire, moi, je prends tout mon salaire, je descends, alors que toi qui parles beaucoup là-bas devant les micros des journalistes, alors achète-moi les vivres, on descend ensemble dans les camps, on fait la distribution. C'est ça les soucis que moi je veux voir. Achète-moi les médicaments chez Astrames, on descend pour approvisionner ne fût-ce qu'un petit dispensaire qui accueille sans déplacer malade. C'est ça les soucis que moi je veux voir. Mais pas sortir de l'argent que moi, avec mon entreprise, je contribue pour payer les taxes et les impôts, que vous allez sortir en mode d'urgence, festoyer avec vos familles et me dire que vous ressentez la même chose que moi. Non. Vous savez, pour certaines matières, je ne suis pas d'IFCC. Je suis nationaliste. Vous êtes Congolais. Je suis Congolais. Je vous ai bien dit que je n'ai pas de nationalité, comme certains. Comme c'est eux responsables de cette République. Je n'ai que la RDC. Donc, si je dois accompagner les FRDC, c'est pour les moraliser et leur donner encore plus de courage. Mais si les FRDC me disent, mais Alain, mon arme n'a pas de munitions, ce n'est pas à moi d'apporter les munitions. Si les Wazalins nous disent que moi je n'ai pas bien combattu à ça, parce qu'on nous a juste largué une bombe, nous n'avons même pas eu dans notre stock une grenade à relancer aussi de là où les Wazalins nous disent qu'ils sont venus de tous côtés. Hein? Ils sont venus d'Irak, ils sont venus des montagnes. Dans des situations comme ça, nous devons vraiment nous apaisantir avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de patriotisme, avec beaucoup de nationalisme. Merci, sinon, il y a un professeur qui me disait quand j'étais encore université, il me dit, Alain, tu parles beaucoup, mais à un moment donné, tu comprendras que la Faconde ne suffit pas pour convaincre. Je commence à comprendre que même les Français ne suffit pas pour convaincre. Je vois des ministres qui parlent beaucoup. On donne telle information à midi, on donne... Mais ça honte, ça scrupule. Vous mentez à une population que vous gérez, et puis demain, vous allez encore demander à cette population-là de faire confiance. Mais ben non, nous sommes d'accord. Merci, monsieur Alain. Nous considérons cela comme votre conclusion. Monsieur Josué, 1 minute 30, s'il vous plaît. Ne parlez pas trop comme monsieur Alain Amboma. Je vous donne 1 minute 30. Dites-nous ce que vous proposez au gouvernement et aux organisations humanitaires quant à cette situation. Moi, personnellement, j'appelle d'abord notre gouvernement à la responsabilité de comprendre que les Congolais sont en train de souffrir, pas seulement dans les camps de déplacés, mais partout à l'est de la RDC. Nous sommes tous en train de souffrir, nous sommes tous déjà victimes directes de cette guerre. Et notre gouvernement, surtout notre ministre des Affaires sociales, mais également le ministère de la Justice et le ministère des Droits humains,
ils doivent déjà s'investir à fond pour que au moins nous puissions trouver aux côtés de la justice, aux côtés de l'humanitaire, qu'au moins nous puissions voir les déplacés être encadrés, être également nourris et protégés contre les maladies, surtout qu'il y a plusieurs déjà qui souffrent et il y a des bébés qui sont en train de mourir au moment des déplacements. On ne sait même pas où enterrer. Il y a des gens qui sont en train de mourir, qui ne sont même pas enterrés, des cadavres qui sont peut-être restés à Saké. Il est très important que notre gouvernement puisse être responsable parce que nous sommes en train de constater l'irresponsabilité dans les chefs de notre gouvernement. Aux organisations humanitaires de se mobiliser et de collaborer avec la population et d'autres organisations ici locales pour qu'au moins nous puissions leur donner des données fiables très rapidement parce qu'il ne sera plus temps actuellement de commencer encore, voilà, nous voulons aller enregistrer des déplacés, nous voulons faire des enquêtes pour intervenir. Les gens sont en danger. Nous devons passer à la vitesse supérieure avec toutes ces organisations, s'ils ont des moyens, à investir dans les déplacés et dans la population qui souffre déjà à Goma et autour de Goma. Nous devons tous nous engager et comme organisation humanitaire ou organisation locale pour qu'au moins nous puissions soulager la faim, nous puissions soulager quelques ménages, quelques familles, quelques enfants de cette souffrance. À tous les peuples congolais de se solidariser et de comprendre que ce n'est pas l'Est qui est attaqué, c'est le Congo qui est attaqué. Et tous les Congolais de partout, qu'ils soient dans la diaspora, qu'ils soient à Kinshasa et partout, nous devons tous voir ce que nous pouvons faire pourvu de sauver certaines vies, sauver certaines familles et de se solidariser, de s'aimer pour que au moins les Congolais, nous qui vivons à l'Est, nous puissions comprendre que nous ne sommes pas seuls, que nous ne sommes pas abandonnés par d'autres Congolais de l'Ouest ou du Nord et du Sud, que nous qui sommes à l'Est, nous puissions nous considérer comme également les gens qui sont au centre. Nous avons besoin de voir les Congolais s'unir ensemble pour au moins soulager quelques familles parce qu'actuellement, nous avons besoin vraiment de l'aide humanitaire. C'est très urgent dans la ville de Goma. La situation est tellement chaotique que nous ne pouvons pas nous taire d'appeler tous les Congolais à s'unir pour mettre fin à la faim, mettre fin également au vice, mettre fin à tout ce qui se passe. Merci beaucoup. Très important ce que M. Jozo Alaï et Alain Amboma viennent de proposer à toutes les personnalités congolaises qui sont en train de nous regarder à par instant, à toutes les autorités congolaises également, mais également à toutes les organisations humanitaires. Madame, Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Alain Amboma, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci encore une fois à vous de m'avoir aussi invité. Nous sommes là pour éclairer la lanterne des populations et nous sommes là pour aussi informer la population. Monsieur Josué Walaï, merci également d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Madame, Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. C'est par ici que nous jetons de l'encre à cette production d'aujourd'hui. Continuons toujours à travailler au service de la nation parce que la vie s'envole comme un oiseau, mais nos œuvres durent pour toujours. Je vous laisse tout en sachant que le Congo changera grâce à vous.